Non, mais je me dis. Alors, moi, je suis là comme historien, essayer de poser un petit peu les choses du point de vue que regarde un historien qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui a beaucoup voyagé en Haïti, et que je ne pense pas que je sois un adversaire d'Haïti, loin de là, mais il y a des réalités dont il faut parler. Bon, alors, on va commencer par ça. Alors, je reviens donc, moi, à 1804, l'indépendance. L'indépendance, rappelons-le, est une proclamation unilatérale. C'est, sur le continent américain, sur l'ensemble des Amériques, c'est la deuxième indépendance, la première étant celle des États-Unis, 1783, traité de Paris. 1804, indépendance d'Haïti sans traité. Il n'y a pas la moindre discussion, une proclamation unilatérale. Et la différence avec l'indépendance américaine, des États-Unis, aux États-Unis, pour prendre un raccourci, un peu court, mais quand même, ce sont les colons anglais qui prennent le pouvoir contre l'Angleterre pour être autonomes, pour être indépendants. En d'autres termes, ce sont les propriétaires d'esclaves qui se mettent à leur compte. Tous les fondateurs des États-Unis, la première République américaine, sauf Benjamin Franklin, sont des propriétaires d'esclaves. Franklin est un savant, il est anti-esclavagiste, il a fondé la première société abolitionniste aux États-Unis en 1975. Les autres sont tous propriétaires d'esclaves. Jefferson, Washington, John Adams, etc. Tous sont... Bon, voilà. C'est ça les États-Unis. L'indépendance d'Haïti, ce sont les anciens esclaves, ou tout au moins une partie des anciens esclaves, qui proclament l'indépendance contre la métropole qui a déclenché une guerre en 1802. Alors, je voudrais rectifier un peu ce qui a été dit tout à l'heure. L'abolition de l'esclavage sur la terre de Saint-Domingue, c'est le 29 août 1793 qui a été proclamé. Donc ça fait 3 abolitions en fait. Il n'y a pas besoin de l'abolir une deuxième fois, parce qu'il n'a pas été rétabli. Mais on parle aussi 1794, le 4 février. L'abolition de l'esclavage, elle est proclamée à Saint-Domingue, au Cap, le 29 août 1793 par Sonthonax. Sonthonax n'avait pas le pouvoir de le faire, il n'avait pas été envoyé pour ça, mais il n'y a pas de fax à l'époque, il n'y a pas internet, il n'y a rien du tout. De sa propre autorité, il proclame l'abolition de l'esclavage. Pourquoi ? Plusieurs raisons. D'abord, peut-être ça correspondait à sa conception philosophique profonde. Avant d'être envoyé à Saint-Domingue, il avait écrit, publié des articles contre l'esclavage, il était anti-esclavagiste. Mais il n'a pas été envoyé pour cela. Il a été envoyé pour rétablir l'ordre d'une colonie qui était révoltée. Et il se retrouve, en gros, à mener un combat sur 3 fronts contre les esclaves révoltés. Il veut rétablir l'ordre avant de prendre la moindre décision. Deuxième front, les colons qui le détestent, qui ne veulent pas de lui, ils pensent que c'est un abolitionniste. Il y a une campagne extrêmement violente contre lui. D'ailleurs, à Paris, on va suivre la vie des colons, Sonthonax va décréter l'arrestation. Simplement, comme le temps que le bateau arrive, le temps avait passé. Et le troisième front, c'est le front étranger. C'est la guerre. L'Angleterre, l'Espagne, la Hollande sont en guerre contre la France et donc envahissent, la Hollande pas trop, mais l'Angleterre et l'Espagne, l'Angleterre par la mer, l'Espagne par la terre, envahissent la colonie française de Saint-Domingue. Sonthonax est pris entre 3 feux, les esclaves en armes qui sont en train de prendre le contrôle du pays, les colons qui veulent sa peau, pour résumer très clairement, et les 2 puissances étrangères qui sont en train de prendre le contrôle de la colonie. La seule solution pour lui, c'est de proclamer la liberté générale, et de dire, selon c'est la phrase qu'il prononce, s'adressant aux anciens esclaves, aux esclaves, la République française vous a fait libre, défendez-la. Défendez-la contre les Anglais et contre les Espagnols. C'est ça l'abolition de l'esclavage. L'information que l'esclavage est aboli à Saint-Domingue arrive à Paris, donc 29 août à Saint-Domingue, 93. L'abolition, la nouvelle arrive à Paris fin janvier. Pendant tout ce temps-là, on ne sait pas que l'esclavage est aboli, on ne le sait pas. C'est la guerre sur mer. Les 3 députés qui sont élus pour être arrivés à Paris annoncer l'abolition
passe par New York et Philadelphie quand même, pas le chemin le plus court, pour éviter les croisières anglaises, etc. Et ils arrivent finalement, bon, ils annoncent l'abolition, je passe les détails, ils sont arrêtés d'abord et libérés ensuite, et le 4 février, 16 pluvios en 2 dans le vocabulaire de l'époque, l'esclavage est aboli dans toutes les colonies françaises. Le décret du 4 février n'abolit pas l'esclavage à Saint-Domingue, c'est déjà fait. Il étend l'abolition à toutes les colonies françaises. Évidemment, c'est la guerre, c'est compliqué, toutes les colonies ne seront pas abolies. L'esclavage ne sera pas aboli partout, l'esclavage ne sera pas aboli en Martinique. Pourquoi? Parce que les Anglais occupent la Martinique. Les Anglais ont pris le contrôle de l'île et n'abolissent pas l'esclavage. Les Anglais n'appliquent pas la loi française, vous comprenez bien pourquoi. Et les colons de Martinique sont très ravis d'avoir les Anglais sous la main, qui les protègent de la loi d'abolition. Donc il y a une coopération, on dirait une collaboration en d'autres temps, entre la puissance britannique qui occupe l'île et les colons français qui sont contents, ils continuent de gérer leurs affaires comme si de rien n'était. L'esclavage sera aboli en Guadeloupe par une expédition militaire énergique, comme on dit, hein, on va abolir militairement, révolutionnairement pendant l'esclavage en Guadeloupe, ça fera en gros 10 000 morts. L'esclavage sera aboli pacifiquement, parce qu'il n'y a pas eu de résistance, en Guyane. Jeannet Houdin arrive en Guyane, l'esclavage est aboli, bon, les colons se taisent, ils n'ont pas les moyens de s'y opposer, ils n'ont pas la force de s'y opposer, et la Guyane est un peu loin du théâtre de l'opération, ils savent bien que les Anglais ne viendront jamais les secourir. Donc en Guyane, abolition pacifique de l'esclavage. Dans l'océan Indien, les deux grandes colonies françaises, l'île de la Réunion et l'île de France, qui va devenir l'île Maurice plus tard, là, l'esclavage n'est pas aboli. La France n'a pas les moyens d'envoyer des bateaux de l'autre côté, il n'a pas de canal de Suez. Hein. Les Anglais contrôlent les routes de l'océan Indien, on laisse faire. On envoie simplement 2 députés, le fameux Bacot et Burnel, qui partent sur un bateau de commerce, hein, pour aller annoncer aux colons de la Martinique, de la Réunion et de l'île de France, donc de l'île Maurice maintenant, l'abolition de l'esclavage. Qu'est-ce qui se passe? Les colons les reçoivent en grande pompe, avec la fanfare et tout. Hein. On leur dit, voilà, nous sommes ravis de vous voir, nous aimons la France, nous aimons toutes les lois françaises, sauf celle-là. Sauf celle-là. Ils ne veulent pas l'abolition. On les remet sur le bateau, on les renvoie, ils rentrent en France en faisant le tour du monde dans l'autre sens, ils ont mis 6 mois pour rentrer. L'abolition de l'esclavage n'a pas été effective dans l'océan Indien. Voilà. Alors quand Haïti devient indépendant, en 1804, 1er janvier 1804, l'esclavage est déjà aboli par l'insurrection des esclaves. Ce qui a donné lieu à des conflits extrêmement violents. On a fait allusion tout à l'heure au sud. Il y a eu quand même la guerre entre Toussaint Louverture et Rigaud. Quand même. Hein. Rigaud, le général qui contrôle le sud. Après, ils vont se retrouver tous les deux en prison au Fort de Joux, mais pas dans la même. Hein. Bon, pas dans la même. L'un était au-dessus de l'autre, oui. Comment? L'un était au-dessus de l'autre. Oui, là-haut, dans la cellule, oui. Bon, enfin, voilà, il y a la guerre entre le sud. Il y a aussi la guerre dans le nord. Quand les paysans du nord, les esclaves qui ont pris des terres dans le nord, se révoltent pour demander le partage des terres, que fait Toussaint? Il les réprime, il les écrase, et il fait fusiller son neveu. Oui. Ah ben oui, qui avait été le chef de la révolte. Et il est fusillé. C'est compliqué la révolution haïtienne, c'est pas unilatéral. C'est pas les bons et les mauvais, c'est extrêmement compliqué. Vous voyez? Bon. Toujours est-il que la proclamation de l'indépendance a lieu. On ne reviendra pas pour savoir si Toussaint Louverture voulait ou pas l'indépendance. Il est mort, il a été arrêté avant, il a été exfiltré en quelque sorte loin de la colonie. Il ne s'est jamais prononcé sur l'indépendance pour la raison très simple qu'il est mort bien avant. Il est mort le 7 avril 1803. L'indépendance, c'est le 1er janvier 1804. Il n'a pas assisté aux événements, il n'a pas été très bien informé. Voulait-il l'indépendance? Lui, il a toujours dit que non. Il dit, je suis français, général français, etc. Ses enfants sont restés, sont morts en France. Bon, on ne refera pas l'histoire. Aujourd'hui, en Haïti, on dit Toussaint Louverture le précurseur. C'est le titre officiel. Hein, le précurseur. Il a ouvert la voie à l'indépendance. Aurait-il été lui jusqu'au bout? On n'en sait rien. Bon, c'est lui qui a occupé pour la première fois la partie espagnole. Hein. Il a occupé toute l'île. C'est un des prétextes de l'intervention de Bonaparte. Hein. Un des prétextes. Hein. Il y en a 3. Hein. Premier prétexte, c'est d'avoir signé un traité de commerce avec les Américains, qui pour la France est un affront insupportable. Deuxième prétexte, d'avoir proclamé une constitution de la colonie de Saint-Domingue, la constitution de juillet 1801. Hein.
rappelle que tout ça, rappelle que dans la constitution du consulat de 1899, un article 91, l'article 91, prévoit que désormais, les colonies françaises seront régies par des lois particulières. La constitution précédente, celle de 95, sous la Révolution, avait uniformisé le droit, avait transformé les colonies en départements français. Même loi, même statut juridique pour les terres et les personnes. Bonaparte rétablit le fameux statut particulier. C'est là-dessus que Toussaint Louverture s'appuie. Il l'a dit à Bonaparte, il dit, premier consul, dans votre grande sagesse, vous avez prévu des lois particulières pour les colonies, ben voilà, on en a fait une. Et il envoie la Constitution. Quand Bonaparte prévoit des lois particulières pour les colonies, c'est des lois faites à Paris, appliquées dans les colonies, pas des lois faites dans les colonies. Vous voyez? Donc Toussaint a déclenché en quelque sorte un processus. La Constitution de 1801 reconnaît la juridiction de la France, mais on crée un État indépendant. On a pu dire un quasi-État. Bon, alors, en 1804, proclamation d'indépendance unilatérale, personne ne reconnaît. Sous Napoléon, sous l'Empire, il y aura plusieurs projets de reconquête de Saint-Domingue. Aucun, évidemment, n'a vu le début d'application, pour une raison très simple, c'est que Napoléon était en guerre contre toute l'Europe. Alors, on rappelle qu'en 1802, c'est la paix d'Amiens, mais la paix, 18 mois après, elle est rompue, c'est la reprise de la guerre, qui durera jusqu'en 1815, jusqu'à Waterloo. Bon. Donc, quand la guerre reprend, l'armée napoléonienne est occupée dans toute l'Europe. Le Grand Empire ira de Hambourg à Rome, etc., enfin on connaît, mais au début décembre 1805, à Trafalgar, la flotte française est détruite. La flotte anglaise détruit la flotte française. Donc il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de flotte de guerre. Napoléon peut toujours gesticuler comme il veut, il n'a plus de moyens de contrôler ses colonies. Il n'y a plus de politique coloniale française sous Napoléon. Il y a des grands projets, il y a des grandes ambitions, mais il n'y a pas les moyens. Quand on dit que Napoléon a dominé l'Europe en laissant l'Angleterre dominer les mers, c'est pas vrai, il n'a pas laissé. Les Anglais ont pris le contrôle des mers. Et pour 100 ans. C'est seulement au fin 19e, début 20e, que les États-Unis vont arriver et vont devenir la première puissance navale mondiale. Pendant tout le 19e siècle, c'est l'Angleterre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1815 quand Napoléon est renversé, arrêté, expédié à Sainte-Hélène? Voilà. En 1815, la monarchie française de Louis XVIII, la Restauration, comme on appelle cela, va essayer de récupérer Saint-Domingue. Alors, rappelons qu'au Congrès de Vienne, en 1815, toutes les puissances européennes sont réunies pour régler le sort de l'Europe post-napoléonienne. Au Congrès de Vienne, on prendra deux décisions en matière coloniale. Une première qui est l'abolition de la traite. La traite est interdite à partir du Congrès de Vienne. Elle va continuer comme si de rien n'était. Mais juridiquement, elle est interdite. Et deuxième décision, deuxième proclamation du Congrès de Vienne, unanimement, les puissances réunies à Vienne reconnaissent les droits de la France sur Saint-Domingue. Le mot d'Haïti n'est jamais prononcé, bien entendu. Et autrement dit, ça veut dire Saint-Domingue est une colonie rebelle qui s'est révoltée, qui a proclamé toute seule son indépendance, on ne la reconnaît pas. Si les Français veulent y retourner, ils ont le droit, en droit international. Les droits de la France sur Saint-Domingue sont réaffirmés au Congrès de Vienne. Alors c'est très hypocrite, parce que les deux puissances principales sur l'océan Atlantique à cette époque-là, c'est d'une part l'Angleterre, d'autre part les États-Unis. Aucun des deux ne veut revoir les Français à Saint-Domingue. Aucun. Ils préfèrent faire leur